Lors du dîner de famille, mon père m'a hurlé au visage, « Toi et ton gamin n'êtes que des profiteurs ». Ma mère a souri en approbation. Tout cela alors qu'il vivait dans ma maison. Sans hésitation, j'ai calmement dit, « Vous avez 24 heures pour partir ». Lors du dîner de famille, mon père m'a hurlé au visage, « Toi et ton gamin n'êtes que des profiteurs ». Ma mère a souri en approbation. Tout cela alors qu'il vivait dans ma bonjour, je m'appelle Camille Laurent, j'ai 36 ans et je suis chef de produit à Paris. J'ai construit une vie stable pour moi et mon fils de 12 ans, Lucas. Mais le mois dernier, dans la salle à manger de la maison que j'ai achetée, un dîner de famille qui devait être chaleureux s'est transformé en quelque chose que personne n'attendait. Mon père m'a soudainement hurlé au visage, « Toi et ton gamin n'êtes que des profiteurs ». Ma mère ne s'y est pas opposée. Elle a simplement souri et hoché la tête en signe d'accord. Et la cruelle ironie, c'est qu'il vivait encore dans ma propre maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié en retour. Je les ai juste regardés droit dans les yeux et j'ai prononcé une phrase qui a glacé toute la pièce. À partir de ce moment, tout a commencé à s'effondrer. Pour comprendre pourquoi j'ai tracé cette ligne, je dois vous ramener là où tout a commencé. J'ai grandi à Toulouse, dans une modeste maison à un étage avec des planchers qui grinçaient et un jardin qui sentait toujours l'herbe fraîchement coupée. J'avais 18 ans, pleine de rêves, quand mon monde a basculé. Mon grand-père était décédé 1 an plus tôt, me laissant 100 000 € sur son testament, un filet de sécurité destiné à mon avenir, peut-être pour mes études supérieures ou pour démarrer dans la vie. J'étais ravie. Je prévoyais d'étudier l'informatique, m'imaginant une carrière où je pourrais construire quelque chose par moi-même. Mais mes parents avaient d'autres idées. Un soir d'été lourd, ils m'ont appelé dans le salon. Mon père, Claude, était assis dans son vieux fauteuil inclinable, les bras croisés, le visage sévère. Ma mère, Éléonore, se tenait près de la fenêtre, fuyant mon regard. Ils n'ont pas perdu de temps en bavardage. « Nous avons besoin de ton héritage », a dit mon père, la voix plate comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. J'ai cligné des yeux, confuse. « Besoin pourquoi ?» ai-je demandé, l'estomac noué. Ma mère m'a enfin regardé, son expression mêlant culpabilité et détermination. « Ton frère a une chance de réussir en grand. » Elle m'a expliqué qu'il lançait une entreprise de construction avec mon père et qu'ils avaient besoin de capitaux pour démarrer. C'est une affaire sûre, Camille. Nous te rembourserons, maison. Sans hésitation, j'ai calmement dit, vous avez 24 heures pour partir. Philippe, mon frère aîné, n'était même pas là pour s'expliquer. Il a toujours été leur enfant prodige, de 2 ans mon aîné, charmant, celui sur qui ils fondaient tous leurs espoirs. J'étais la pensée après coup, celle qui devait juste rentrer dans le rang. Je me tenais là, serrant dans ma main ma lettre d'admission au programme d'ingénierie de l'INSA. Et pour mes études, ai-je demandé, la voix tremblante. Mon père a haussé les épaules. Tu peux faire un prêt étudiant, Camille. C'est pour la famille. Ma mère a hoché la tête, ajoutant, l'entreprise de Philippe nous mettra tous à l'abri. Tu verras. J'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. 100 000 €. Mon avenir s'était envolé. Redirigé vers une chimère sur laquelle je n'avais pas mon mot à dire. Ils n'ont pas demandé ma permission. Ils ont juste pris l'argent en promettant de me rembourser une fois l'entreprise lancée. Alerte spoiler, elle ne l'a jamais été. L'entreprise de construction a fait faillite en 1 an. De mauvais contrats, de pires décisions. Mes parents n'ont plus jamais parlé de me rembourser. Pas une seule fois. Cette nuit-là, j'ai fait un choix. J'ai rempli un sac de sport avec des vêtements, mon ordinateur portable et les 500 € que j'avais économisés en faisant du babysitting. J'ai quitté cette maison sans dire au revoir. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé pour vérifier si j'allais bien. J'avais 18 ans, j'étais seule et déterminée à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. J'ai emménagé dans un appartement exigu près du campus, en colocation avec 2 inconnus pour partager le loyer. Je me suis inscrite à la fac, mais le coût de la vie était un monstre à affronter. J'ai cumulé 3 emplois, serveuse dans un bistrot, employée de mise en rayon dans un supermarché et tutrice en maths pour des lycéens.
Certains soirs, je m'effondrais sur un matelas à même le sol, trop fatigué pour manger. Il y a eu des semaines où j'ai vécu de nouilles instantanées et de café, étirant chaque centime pour payer mes livres ou mes factures. Je fixais ma lettre d'admission épinglée au mur et je me rappelais pourquoi je continuais. Les voix de mes parents résonnaient dans ma tête. C'est pour la famille. Leur famille ne m'a jamais incluse. L'université a été un parcours du combattant, mais je me suis battue pour m'en sortir. J'étudiais tard dans la nuit, alimenté par la rancune et un besoin obstiné de leur prouver qu'ils avaient tort. Mes parents m'appelaient peut-être 2 fois par an, toujours avec le même scénario. Comment vont les cours ? Demandait ma mère d'un ton distant. Avant même que je puisse répondre, elle changeait de sujet. Ton frère travaille si dur sur son nouveau projet. Philippe, toujours Philippe. Jamais une question pour savoir comment je payais mon loyer ou si j'avais assez à manger. J'ai arrêté d'attendre qu'il s'inquiète pour moi. À ma dernière année, j'étais épuisée, mais incassable. J'ai obtenu mon diplôme en informatique, en tête de ma promotion, et j'ai décroché un emploi de premier échelon dans une start-up technologique à Toulouse. Pour la première fois, je pouvais respirer. J'ai remboursé mes prêts étudiants petit à petit, j'ai emménagé dans un appartement modeste mais correct, et j'ai commencé à construire ma vie. Puis, j'ai rencontré mon ex-mari, Thomas. C'était un collègue, vif, drôle, le genre de gars qui semblait fiable. Nous nous sommes mariés, nous avons eu notre fils, et pendant un instant, j'ai cru avoir trouvé la stabilité. Mais la vie avait d'autres plans. Au bout de 3 ans, j'ai trouvé des messages sur son téléphone, la preuve qu'il me trompait depuis des mois. Je ne l'ai pas supplié de rester. J'ai fait ses valises, je les ai laissées près de la porte et j'ai dit, sors. Il l'a fait, mais il est resté dans la vie de notre fils, envoyant de l'argent chaque mois. C'était suffisant pour moi. Ces années ont fait de moi quelqu'un qui ne plie pas. Je me suis battue pour chaque miette de mon succès, pendant que mes parents et Philippe se laissaient porter par des excuses. Ils ne se sont jamais excusés d'avoir pris mon héritage, n'ont jamais reconnu les nuits où j'ai eu faim. Cette trahison a planté une graine de ressentiment qui a grandi silencieusement, attendant le jour où je les affronterai à nouveau. À 36 ans, j'ai bâti une vie dont je suis fière. Mon travail n'est pas juste un salaire. C'est le témoignage de chaque nuit blanche passée à étudier, de chaque service fait pour financer mes études. Je dirige une équipe qui conçoit des logiciels sur lesquels les gens comptent, et je suis sacrément douée pour ça. Mon nom a du poids dans l'industrie, et c'est quelque chose que j'ai mérité, pas hérité. Je possède une maison de 4 pièces dans une banlieue calme de Paris, avec un prêt immobilier que je paie à temps et un jardin où mon fils joue au foot. Cette vie, cette stabilité, elle est à moi, construite de zéro. Mon fils Lucas a 12 ans maintenant et il est le centre de mon monde. Il a ce rire contagieux qui rend même mes pires journées supportables. Qu'il réussisse ses contrôles de maths ou qu'il me supplie de le laisser veiller tard pour un dernier jeu vidéo. Je vois tellement de moi en lui. Son côté têtu, sa détermination tranquille. Je m'assure qu'il sache qu'il est suffisant, qu'il n'a rien à prouver à personne. Chaque week-end, nous avons un rituel, soirée pizza, un film, et il me parle de ses rêves de devenir astronaute. Je soulèverai des montagnes pour ce gamin, et il le sait. Il est ma raison de vivre. Mes parents, en revanche, sont une autre histoire. Après mon départ de la maison à 18 ans, ils m'ont à peine contacté. Une carte d'anniversaire par-ci, un appel à Noël par-là. C'était toujours bref, toujours creux. Mais ces dernières années, leurs messages ont commencé à changer. Ma mère m'envoyait un texto, « Comment se passe le travail, Camille ?» Non pas parce qu'elle s'en souciait, mais comme transition pour me demander de l'argent. « L'entreprise de ton père ne va pas bien, » écrivait-elle, ou Philippe essaie de lancer quelque chose de nouveau. « Pourrais-tu nous aider ?» La première fois, j'ai envoyé quelques milliers d'euros, pensant que c'était exceptionnel, mais les demandes ont continué. 5 000 euros pour une réparation de voiture, 10 000 euros pour une opportunité commerciale. J'ai commencé à dire non. À chaque fois, les messages de ma mère devenaient plus cinglants, « Tu réussis si bien. Tu ne peux pas donner un peu pour la famille ?» Mon père a appelé une fois, la voix bourrue, disant,
nous avons tant sacrifié pour toi, Camille. Sacrifié? Quoi exactement? L'héritage qu'ils ont pris, les années où ils m'ont ignoré. J'ai arrêté de répondre à la plupart de leurs messages. Je voyais leurs noms s'afficher sur mon téléphone, ma mère, mon père, et je laissais les appels aller sur le répondeur. Philippe, mon frère, n'appelait jamais lui-même. Il n'en avait pas besoin. Mes parents étaient ses porte-paroles. Je savais qu'il le soutenait toujours, pariant encore sur sa prochaine grande idée pendant que j'étais là, à construire ma propre vie. Ça faisait mal, mais j'avais appris à vivre avec. J'avais Lucas, ma carrière et un cercle d'amis qui ressemblaient plus à une famille que ceux de mon propre sang ne l'avaient jamais été. L'une de ses amies est Delphine Leroy, ma meilleure amie et conseillère financière. Elle a été mon rock depuis notre rencontre lors d'un événement de réseautage il y a 5 ans. Delphine est celle qui m'a aidé à acheter ma maison, à mettre en place un compte épargne pour les études de Lucas, et à planifier un avenir où je n'aurais pas à m'inquiéter de l'argent. Elle est directe, pragmatique, et me soutient toujours. Quand je lui ai parlé des demandes d'argent de mes parents, elle n'a pas pris de gants. Ils se servent de toi, a-t-elle dit, la voix ferme. Tu ne leur dois pas un centime. Ces mots me sont restés en tête, renforçant les limites que j'avais commencé à fixer. Je pensais avoir trouvé mon équilibre, le travail, Lucas, une vie bien à moi. Je ne cherchais ni à tourner la page ni à me réconcilier avec mes parents. Je voulais juste continuer à avancer. Mais le numéro de ma mère s'est affiché sur mon téléphone un soir, sa voix tremblante d'urgence. Cet appel allait me replonger dans le chaos que j'avais mis des années à fuir. Cet appel est arrivé un mardi soir tranquille. J'aidais Lucas à faire ses devoirs de maths, son crayon grattant un cahier alors que nous étions assis à la table de la cuisine. Mon téléphone a vibré et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, le nom de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, pas depuis son dernier texto demandant 10 000 € pour une vague urgence. J'ai laissé sonner, me demandant si je devais l'ignorer. Mais quelque chose s'est éveillé en moi, peut-être de la culpabilité, peut-être de la curiosité, et j'ai décroché. Sa voix était tremblante, pas le ton calculateur habituel qu'elle utilisait pour demander de l'argent. « Camille, c'est ton père », a-t-elle dit. « Il est malade. Vraiment malade. On a besoin que tu rentres à la maison. » Je me suis figée, le mot « maison » me frappant comme une gifle. La maison que j'avais quittée à 18 ans. L'endroit où il m'avait pris mon héritage sans y réfléchir à 2 fois. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qu'il a ?» ai-je demandé, gardant une voix stable. Elle a hésité, puis a dit « C'est son cœur. Les médecins disent qu'il doit être opéré, mais nous avons des ennuis. La banque menace de saisir la maison. 300 000 € de dette à cause de la dernière entreprise de ton père. » Ces mots étaient précipités, presque désespérés, mais j'ai capté la nuance familière. Ils avaient besoin de quelque chose de moi. Je me suis adossée à ma chaise, regardant Lucas, qui m'observait avec ses grands yeux curieux. « Que veux-tu que je fasse ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Ma mère n'a pas hésité une seconde. « Reviens, Camille. Parle à la banque. Aide-nous peut-être. Tu réussis si bien et nous sommes une famille. » Voilà, la même rengaine fatiguée qu'elle utilisait depuis des années. La famille. J'avais envie de rire, mais ma gorge s'est serrée à la place. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise sur mon canapé, un verre de vin intact sur la table basse, repassant ces mots en boucle. Mon père est malade. La maison en danger. 300 000 €. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était le poids de tout ce que j'avais enfoui depuis mon départ. Une part de moi voulait les ignorer. Les laisser se débrouiller avec leurs problèmes. Ils ne s'étaient jamais souciés de mes galères, alors pourquoi devrais-je me soucier des leurs? Mais une autre part, celle qui se souvenait encore de mon père m'apprenant à faire du vélo ou de ma mère préparant des biscuits quand j'étais petite, me taraudait. Et si je n'y retournais pas? Le regretterais-je quand il serait trop tard? J'ai appelé Delphine le lendemain matin.
Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix tranchante et pragmatique. Ne les laisse pas te faire culpabiliser, a-t-elle dit quand je lui ai raconté l'appel. Ils te saignent à blanc depuis des années. Tu ne leur dois rien. Je savais qu'elle avait raison. Delphine allait toujours à l'essentiel, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je devais les affronter. Pas pour eux, mais pour moi. Si mon père était vraiment malade, je ne voulais pas vivre avec des « et si ». Je lui ai dit que je retournais à Toulouse, pas pour les sauver, mais pour fermer un chapitre que j'avais laissé ouvert trop longtemps. Le soir, j'ai assis Lucas pour lui expliquer que je partais quelques jours. « Papy va bien ?» a-t-il demandé d'une petite voix. Je détestais qu'ils doivent s'inquiéter pour un homme qu'ils connaissaient à peine, à cause de l'absence de mes parents dans sa vie. Je ne sais pas encore, lui ai-je dit en lui repoussant les cheveux en arrière. Mais je reviens vite et on fera notre soirée pizza. D'accord. Il a hoché la tête, me faisant totalement confiance. Cette confiance, c'est ce qui m'a permis de garder les pieds sur terre. Faire mes valises pour ce voyage m'a semblé irréel. Je n'étais pas allée chez mes parents depuis des années, pas depuis une visite de Noël tendue quand Lucas avait 5 ans. J'ai réservé un billet d'avion, j'ai pris mes dispositions pour que Lucas reste chez une voisine de confiance, et j'ai appelé mon patron pour prendre quelques jours de congé. Pendant tout ce temps, j'avais l'estomac noué. Je ne retournais pas juste dans une maison. Je marchais vers un champ de bataille. L'appel de ma mère n'était pas seulement à propos de la santé de mon père ou de la maison. C'était une exigence masquée de désespoir. Je savais qu'il demanderait de l'argent, probablement plus que je ne pouvais l'imaginer. Et Philippe, mon frère, rôdait probablement en arrière-plan, prêt à profiter de tout ce que je donnerais. Lorsque l'avion s'est posé à Toulouse, j'ai ressenti un mélange d'effroi et de détermination. J'ai loué une voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison que j'avais autrefois appelée la mienne. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, la peinture s'écaillait, la pelouse n'était pas entretenue. Ma mère m'a accueilli à la porte, le visage pâle mais digne. « Merci d'être venu », a-t-elle dit, d'une voix plus douce qu'au téléphone. J'ai hoché la tête, entrant à l'intérieur, me préparant à ce qui m'attendait. Mon père était dans le salon, l'air plus fragile que je ne l'avais jamais vu, mais ses yeux avaient toujours cette lueur têtue. Philippe n'était pas là, typique. Ils n'ont pas perdu de temps. Autour d'un café, ma mère a tout exposé. La banque agissait vite, et ils avaient besoin que j'intervienne. « Tu en as les moyens ?» a-t-elle dit, son ton passant de la supplication à l'exigence. J'ai écouté, sans rien dire, mon esprit se précipitant déjà vers la confrontation que je savais inévitable. Le lendemain soir, j'ai accepté de rester pour un dîner de famille. C'est là que tout a dérapé. La table était mise, mais je n'étais pas préparée à l'embuscade. J'avais accepté de rester pour le repas, espérant une conversation civilisée, peut-être des éclaircissements sur la santé de mon père ou la saisie qui planait sur leur maison. Au lieu de cela, je suis tombée dans un piège. Mes parents avaient invité mon frère Philippe, qui est arrivé en retard, son sourire narquois habituel plaqué sur le visage. Ma mère s'affairait autour de lui, empilant la nourriture dans son assiette, tandis que mon père était assis en bout de table, l'expression illisible m'étendue. J'ai pris place, l'estomac noué, sentant la tempête se préparer. Les premières minutes ont été trompeusement calmes. Ma mère a bavardé à propos de voisins dont je ne me souvenais pas, la voix excessivement enjouée, comme si elle essayait de colmater les brèches. Philippe s'est vanté de sa dernière idée d'entreprise, un vague projet immobilier qui semblait aussi bancal que le précédent. J'ai hoché la tête poliment, picorant ma nourriture, attendant la vraie raison de ma présence. Mon père a brisé le silence, d'une voix basse et délibérée. « Camille, il faut qu'on parle de la maison », a-t-il dit en se penchant en avant. La banque ne cède pas. Nous devons 300 000 € et ils sont prêts à tout prendre. J'ai posé ma fourchette, croisant son regard. Je sais, ai-je dit prudemment. Tu me l'as dit hier. Quel est le plan ? Ma mère est intervenue, le ton sec. Le plan, c'est toi, Camille. Tu gagnes bien ta vie, 350 000 € par an, n'est-ce pas ? Tu pourrais couvrir au moins 200 000 €. C'est la moindre des choses pour la famille. Ces mots ont fait l'effet d'un coup de poing.
200 000 euros. Pas un prêt, pas une discussion, juste une exigence, comme si le travail de ma vie leur revenait de droit. J'ai pris une lente inspiration, essayant de garder la voix stable. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit. J'ai mes propres responsabilités, mon fils, ma maison, mon avenir. Pourquoi est-ce que ça retombe sur moi? Le visage de mon père s'est durci, ses yeux se sont plissés. Tu as toujours été égoïste, a-t-il lâché. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné, et maintenant tu gardes ton argent pour toi pendant que nous perdons notre maison. Je l'ai dévisagé, abasourdi. Tout donné. Il m'avait pris mon héritage, m'avait laissé me débrouiller seul à 18 ans, et maintenant j'étais l'égoïste. Philippe a renchéri, la voix dégoulinante de condescendance. Allez, Camille. Ne joue pas la victime. Tu es bien lotie pendant qu'on se noie. Bouge-toi. J'ai serré les poings sous la table, le sang bouillonnant. Il n'avait même pas posé de questions sur Lucas, qui était en sécurité à la maison avec une voisine. Il se fichait de ma vie, de mes sacrifices, seul comptait ce que je pouvais leur donner. J'allais répondre quand ma mère s'est penchée en avant, le sourire froid et calculateur. Toi et ton fils n'êtes que des profiteurs, a-t-elle dit, sa voix tranchant à travers la pièce, vivant de nos sacrifices, agissant comme si vous étiez meilleurs que nous. Le mot profiteur m'a frappé comme une lame, mais c'est la mention de Lucas qui a brisé quelque chose en moi. Mon fils, l'enfant qui n'avait jamais rien demandé d'autre que mon amour, n'était pas leur punching ball. J'ai repoussé ma chaise en me levant, la voix basse mais ferme. Ne vous avisez pas de mêler mon fils à ça, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Vous n'avez pas le droit de parler de lui ou de moi comme ça. Mon père a ricané, le visage rouge. Montre un peu de respect, Camille. Nous sommes tes parents. J'ai failli rire de l'ironie. Du respect venant de ceux qui m'avaient tout pris. Je me suis tournée vers Philippe, le regard foudroyant. Et toi, ai-je dit, la voix tranchante comme un rasoir. Tu as profité de leurs excuses toute ta vie, les laissant mendier pour toi. Ne me dis pas comment je dois vivre. Son sourire narquois a disparu, mais il est resté silencieux. Ma mère a essayé de parler, la voix montant dans les tours. Camille, tu nous es redevable. Nous sommes une famille. Je l'ai coupé. Ma patience a volé en éclats. La famille n'exige pas ce que j'ai gagné. La famille n'insulte pas mon fils. Vous voulez nous traiter de profiteurs? Très bien. C'est terminé. Mon cœur battait la chamade, mais ma détermination était inébranlable. J'ai regardé de mon père à ma mère, puis Philippe, et j'ai pris ma décision. J'ai fini de vous laisser me marcher sur les pieds. J'ai pesé chaque mot. Je vais prendre les choses en main pour moi et pour Lucas, pas pour vous. Ma mère a ri, le ton plein de mépris. Prendre les choses en main. Tu as toujours été une rêveuse, Camille. Tu ne nous surpasseras jamais. J'ai soutenu son regard sans ciller. Continuez de parler. Vous verrez. La pièce est devenue silencieuse, leur visage mêlant le choc et le mépris. Mon père a frappé du poing sur la table, sa voix n'était plus qu'un grognement. Tu te crois meilleur que nous? Tu n'es rien sans cette famille. Je n'ai pas tressailli. J'avais passé des années à construire ma vie, et leurs mots ne pouvaient plus m'atteindre. Je suis sortie de la salle à manger, les mains stables, l'esprit bouillonnant d'un plan. J'ai appelé Delphine ce soir-là, sa voix a été ma bouée de sauvetage. Tu as vraiment rompu les ponts avec eux, a-t-elle demandé, son ton mêlant l'inquiétude et la fierté. Je le dois, ai-je répondu. Pour Lucas, pour moi. Elle n'a pas discuté, elle a juste promis de m'aider. Je savais que le combat était loin d'être terminé. Je pensais que le pire était passé, mais ma mère avait d'autres projets. 2 jours après le dîner, mon téléphone a commencé à vibrer de notifications. Des amis, des collègues, et même l'entraîneur de foot de Lucas m'envoyait des messages. Tu as vu ça? J'ai ouvert TikTok et c'était là, une vidéo du compte de ma mère. Son visage strié de larmes, la voix tremblante d'une émotion répétée. Ma fille nous a abandonnés, disait-elle en serrant un mouchoir. Elle a tout cet argent,
mais refuse d'aider sa propre famille à sauver notre maison. Elle nous a tourné le dos, à son propre sang. La légende disait, une fille ingrate laisse ses parents tout perdre. Il y avait des milliers de vues, des centaines de commentaires me traitant de monstre sans cœur, d'égoïste, de honte. J'avais la nausée. Éléonore avait rendu notre dispute publique, déformant la vérité pour me faire passer pour la méchante. Je me suis assise sur le lit de mon hôtel, fixant l'écran, les mains tremblantes de colère. Elle ne m'avait pas seulement insultée. Elle avait entraîné Lucas là-dedans, sous-entendant qu'il faisait partie de ma soi-disant trahison. J'ai eu envie de riposter, de poster ma propre vidéo, de raconter au monde comment elle et mon père avaient pris mon héritage, comment ils nous avaient traités de profiteurs. Mais je savais qu'il ne fallait pas. Réagir sous le coup de la colère ne ferait qu'alimenter son récit. Je devais être plus intelligente, plus stratégique. J'ai appelé Delphine, ma conseillère, qui a décroché immédiatement. J'ai vu la vidéo, a-t-elle dit avant même que je puisse parler. C'est répugnant, Camille. Que veux-tu faire? J'ai fait les 100 pas dans la chambre, l'esprit à 1000 à l'heure. Je veux reprendre le contrôle, ai-je dit, la voix stable malgré la rage. Ils ne vont pas me forcer à me soumettre. Pas cette fois. Delphine n'a pas hésité. Alors frappons-les là où ça fait mal. La maison qu'ils veulent désespérément garder. Tu en as les moyens. Achète-la à leur insu. L'idée a déclenché quelque chose en moi. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qu'ils avaient essayé de prendre, mon pouvoir, ma dignité. Je lui ai dit de lancer la procédure, et elle a promis de me mettre en contact avec un avocat dès le lendemain matin. Le lendemain, j'ai rencontré un avocat spécialisé en droit immobilier. Delphine m'avait recommandé une femme brillante nommée Maître Laure, qui m'a exposé la situation. La banque était prête à saisir la maison de mes parents en raison de leur défaut de paiement de 300 000 €. Laure m'a confirmé que je pouvais acheter la propriété directement à la banque, annulant ainsi leurs droits sur la maison. Ce n'est pas donné, a-t-elle prévenu. Mais vos finances peuvent le supporter. Vous seriez l'unique propriétaire de la maison et il n'aurait aucun moyen de pression. J'ai hoché la tête, ma détermination se renforçant. Il ne s'agissait pas de les sauver. Il s'agissait de mettre fin à leur emprise sur moi. Delphine a fait des merveilles, rassemblant mon épargne, mes investissements et un prêt que je pouvais facilement gérer. En moins d'une semaine, nous avions un accord avec la banque. J'ai signé les papiers, la main ferme, devenant la propriétaire légale de la maison où j'avais grandi. C'était irréel, comme refermer une blessure que je portais depuis des années. Mais je n'avais pas fini. J'ai demandé alors de rédiger un contrat, mes parents pourraient rester dans la maison, mais seulement s'ils acceptaient de rembourser les 300 000 € sur 5 ans avec intérêt. S'il manquait un seul paiement, ils seraient mis à la porte. C'était une bouée de sauvetage, mais avec des conditions, mes conditions. Je ne leur ai pas dit tout de suite. Je voulais que la nouvelle tombe avec tout son poids. Au lieu de cela, j'ai demandé alors d'envoyer une mise en demeure officielle à mes parents et à Philippe, décrivant la nouvelle réalité. J'étais propriétaire de la maison, et ils étaient des locataires soumis à mes conditions. L'avis comprenait également une lettre de mise en demeure exigeant qu'Éléonore supprime la vidéo TikTok et cesse de répandre des mensonges. La diffamation a des conséquences, a écrit Laure, ses mots clairs et inflexibles. Je savais que ma mère prendrait cela comme une gifle, mais je m'en fichais. Elle avait franchi une ligne, et j'avais fini d'être gentille. Quand la mise en demeure est arrivée, ma mère m'a appelée, la voix stridente de fureur. « Tu penses que tu peux nous contrôler, Camille ?» a-t-elle craché. « Tu ne vaux pas mieux que nous, à jeter ton argent par les fenêtres comme si tu étais quelqu'un d'important. » Je l'ai laissé hurler, mon silence étant plus fort que ses mots. « Tu as reçu la notification, ai-je finalement dit. Respecte-la ou subis les conséquences. » J'ai raccroché, le cœur battant, mais la conscience tranquille. Philippe m'a envoyé un texto plus tard, une seule phrase, « Tu es impitoyable. » Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas tort, mais je n'étais pas désolée non plus. Je suis rentrée à Paris ce week-end-là pour récupérer Lucas chez la voisine.
Il a couru vers moi, son sourire plus brillant que le soleil. « Tu as tout réparé ?» a-t-il demandé, la voix pleine de confiance. Je l'ai serré fort contre moi, la gorge nouée. « J'y travaille, mon grand, lui ai-je répondu. Je ne lui ai pas parlé de la maison ni de la vidéo. Pas encore. Il n'avait pas besoin de porter ce fardeau. Mais je savais que ce combat était loin d'être terminé. Le silence de ma mère après l'appel semblait trop calculé, comme si elle planifiait sa prochaine action. Je me suis assise avec Delphine ce soir-là pour revoir les documents. « Tu joues à un jeu dangereux », a-t-elle dit, son ton mi-avertissement, mi-admiration. Ils ne vont pas se laisser faire sans rien dire. J'ai hoché la tête, fixant le contrat entre mes mains. J'avais pris position, mais j'étais prête pour tout ce qui allait suivre. Le silence de ma mère n'a pas duré longtemps. Une semaine après la réception de la notification légale, j'ai reçu un appel de Laure, mon avocate. Il refuse de signer le contrat, a-t-elle dit, la voix calme mais ferme. Vos parents affirment qu'ils ne vous doivent rien et exigent de rester dans la maison. Je n'étais pas surprise. Éléonore et Claude avaient passé leur vie à fuir leurs responsabilités, déformant toujours la réalité à leur avantage. Mais cette fois, c'était moi qui avais les cartes en main. J'étais désormais propriétaire de la maison, de chaque mètre carré, et leur refus ne faisait que sceller leur sort. J'ai dit alors d'entamer la procédure d'expulsion. Plus de seconde chance, ai-je dit d'une voix ferme. Ils ont fait leur choix. Le processus d'expulsion n'a pas été rapide, mais il a été minutieux. Laure a déposé les documents nécessaires et une date d'audience a été fixée. Mes parents ont contre-attaqué, bien sûr. Éléonore m'a envoyé une rafale de textos, tous plus cinglants les uns que les autres. « Tu déchires cette famille », a-t-elle écrit. « Comment peux-tu faire ça à ton propre sang ?» Je n'ai pas répondu. Ces mots piquaient, mais ils ne me faisaient pas vaciller. Elle avait traité Lucas de profiteur, m'avait sali sur TikTok, et s'attendait à ce que je finance leurs erreurs. Les messages de Claude étaient plus froids, plus directs. « Tu vas le regretter, Camille. » J'ai sauvegardé chaque SMS, chaque message vocal, les remettant alors comme preuve de leur hostilité. Philippe est resté silencieux la plupart du temps, mais je savais qu'il était en arrière-plan, à les encourager. Il avait toujours été leur enfant chéri, celui qu'ils soutenaient tout en me rabaissant. Lorsque l'huissier de justice a signifié l'avis d'expulsion en personne, Laure m'a dit que Philippe était là, le visage pâle, mais la bouche fermée. Il n'a pas osé m'affronter directement, pas après que je l'ai remis à sa place lors du dîner. L'avis leur donnait 30 jours pour quitter les lieux. S'il ne le faisait pas, la force publique interviendrait. Je ne voulais pas en arriver là, mais j'y étais préparée. J'avais passé trop de temps à les laisser m'écraser, et je n'allais pas plier maintenant. À la fin du mois, ils étaient partis. Laure m'a confirmé qu'ils avaient déménagé, laissant la maison en désordre, des cartons, des meubles à moitié emballés poussés contre les murs, comme s'ils étaient partis avec précipitation. J'ai pris un vol pour Toulouse afin d'inspecter la propriété. Traverser les pièces m'a fait un effet étrange, comme plonger dans un souvenir que je ne voulais pas revivre. La cuisine, où ma mère préparait autrefois des biscuits, était maintenant encombrée de vaisselle non lavée. Mon ancienne chambre, où je rêvais d'un avenir hors de leur portée, avait été transformée en débarras pour les projets ratés de Philippe. Je ne me suis pas attardée. J'ai engagé une équipe de nettoyage et j'ai mis la maison en location. Les revenus couvriraient le prêt que j'avais contracté pour l'acheter, et tout ce qui resterait irait sur le compte épargne pour les études de Lucas. J'ai appris plus tard que mes parents avaient loué un petit appartement à la périphérie de la ville. La santé de Claude était toujours fragile, mais il s'en sortait, selon une connaissance commune. Ils avaient trouvé des emplois à temps partiel, Éléonore dans un supermarché, Claude faisait la comptabilité pour une entreprise locale. Pour la première fois depuis des années, ils étaient forcés de s'assumer. Philippe, sans surprise, avait emménagé avec eux, poursuivant toujours sa prochaine grande idée. Je ne me souciais pas d'en connaître les détails. Leur vie n'était plus mon fardeau. Couper les ponts a été plus difficile que je ne l'imaginais. Non pas parce que je voulais leur approbation. J'y avais renoncé depuis des années.
mais parce que lâcher prise signifiait fermer une porte dont j'avais toujours espéré qu'elle s'ouvrirait sur quelque chose de meilleur. J'ai bloqué leur numéro, supprimé leurs messages vocaux et me suis désabonné du compte TikTok d'Éléonore. La vidéo qu'elle avait publiée avait disparu, retirée après la mise en demeure de Laure. Mais les commentaires résonnaient encore dans mon esprit. Des inconnus m'avaient traité de monstre cruel, de mauvaise fille, sans connaître les années de trahison qu'il y avait derrière. Je devais me rappeler que leurs opinions n'avaient aucune importance. Je connaissais ma vérité et c'était suffisant. Lucas est devenu mon point d'ancrage. Quand je suis rentrée à la maison, il m'attendait avec un dessin qu'il avait fait, une fusée passant devant la Lune. Son rêve de devenir astronaute transparaissait dans chaque ligne. « C'est pour toi, maman », a-t-il dit, un grand sourire aux lèvres. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur rempli. Chaque choix que j'avais fait à la maison, la dispute, l'expulsion, c'était pour lui montrer ce que signifie se défendre. Nous avons passé ce week-end-là à planter des fleurs dans notre jardin, une chose dont nous parlions depuis des mois. Pendant que nous creusions la terre, Lucas m'a posé des questions sur ses grands-parents. « Ils sont fâchés contre nous ?» a-t-il demandé d'une petite voix. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. « Ils sont fâchés contre eux-mêmes », lui ai-je dit. « Mais nous allons bien, toi et moi. On sait l'un l'autre. » Il a hoché la tête, satisfait, et s'est remis à planter. À cet instant, sa confiance en moi valait plus que toutes les excuses que je n'aurais jamais. Delphine a été là tout du long, prenant de mes nouvelles avec ses conseils toujours directs. « Tu es libre maintenant », m'a-t-elle dit un soir autour d'un café. « Ils ne peuvent plus t'atteindre. » Elle avait raison. Mais la liberté avait un prix. J'avais passé tant de temps à me définir en opposition aux échecs de mes parents, à leurs exigences, à leurs trahisons. Maintenant, je devais découvrir qui j'étais sans ce combat. Je me suis plongée dans mon travail, acceptant de nouveaux projets, encadrant de plus jeunes collègues. Je voulais que Lucas voie une mère qui ne faisait pas que survivre, mais qui s'épanouissait. Mon équipe dans l'entreprise technologique a remarqué le changement, ma concentration était plus affûtée, ma confiance inébranlable. Je n'étais plus seulement une chef de produit. J'étais quelqu'un qui avait repris sa vie en main. J'ai pensé à Thomas, mon ex-mari, quelquefois pendant ces mois-là. Il était resté en dehors du drame, fidèle à son habitude de ne pas s'impliquer. Quand il a appelé pour prendre des nouvelles de Lucas, je suis restée cordiale. « Tu t'en sors bien, Camille ?» a-t-il dit une fois, d'une voix plus douce que d'habitude. Je n'avais pas besoin de sa validation, mais cela m'a semblé être une petite reconnaissance du chemin parcouru. Lucas méritait un père présent, même si ce n'était que par des appels téléphoniques et des cartes d'anniversaire. Je me suis assurée que ces lignes restent ouvertes pour son bien. Avec le recul, la leçon n'était pas de gagner ou de perdre. Il ne s'agissait pas de la maison, de l'argent, ou même de la douleur qu'ils avaient causée. Il s'agissait de respect, quelque chose que mes parents n'ont jamais compris. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui vous voient, qui vous élèvent, qui se battent pour vous autant que vous vous battez pour eux. Mes parents et Philippe ont choisi de penser à eux à chaque fois. J'ai choisi Lucas, Delphine, et la vie que j'ai bâtie à partir de rien. C'est ce que la famille signifie pour moi maintenant. Il m'arrive encore de passer en voiture devant l'ancienne maison quand je suis dans ce quartier de la ville. Elle est maintenant louée à un jeune couple. Les vélos de leurs enfants sont éparpillés sur la pelouse. C'est juste une maison, pas un foyer. Plus pour moi. Plus maintenant. Les rires de Lucas remplissent ma maison, notre maison, d'une chaleur que je n'ai jamais connue en grandissant. Je ne sais pas si mes parents ont un jour retenu la leçon, et je n'ai pas besoin de le savoir.